Alors j'ai changé de pitch là en vous entendant. Donc je ne vais pas vous montrer ce que je fais sur la robotique affective en général, mais je vais reprendre des choses sur l'IA générative et là où on en est, quoi, parce qu'on est un peu expert quand même dans la salle. Donc voilà, on va peut-être parler de choses concrètes. Bon, donc la vraie révolution qu'on vit depuis un moment, hein, c'est apprendre à l'IA à apprendre. Donc effectivement, l'ingénieur en apprentissage machine, il écrit un programme qui implémente un modèle spécifique, un réseau de neurones, ça ressemble à notre cerveau sans doute, mais très très simplifié. Les paramètres, ils apprennent, mais au départ, on les initialise. Donc il y a une partie d'initialisation, de hasard dans toute cette fulgurance. Et ces paramètres, ensuite, ils sont ajustés par des fonctions qui prennent un certain temps. Alors, quand moi j'étais en thèse en 92, je faisais déjà du deep learning, mais ça mettait un mois sur un VAX. Sauf que maintenant, ça prend rien. Bon. Pour autant, on m'avait dit qu'il faut changer de sujet. Alors j'ai changé de sujet, j'ai travaillé sur le langage, traitement du langage. Et là, je me suis intéressée aux émotions. Et là, j'ai m'intéressé aux émotions dans la vraie vie, comment on fait pour en capturer. Donc j'ai des données qui viennent de centres d'appel du SAMU, des choses comme ça, c'est très intéressant. Et puis j'ai des données qui viennent de l'interaction avec des robots. Et ça, ce sont des sujets qui ne sont pas encore complètement matures et sur lesquels il faut travailler, notamment parce que, effectivement, ces IA génératives ou ces IA prédictives, là, dans ce cas-là, c'est la première partie, celle qui encode, elles vont nous permettre de gérer des signaux que l'œil humain ne voit pas. Donc on va être devant des machines, hein, on le voit très bien avec les radios de tumeurs ou avec les anapathes qui utilisent des IA déjà. Hein. À l'Institut de Curie, il y a des gens qui utilisent déjà, qui sont labellisés, des IA qui sont capables d'aider à la détection de problèmes dans des biopsies, c'est-à-dire dans des tissus cancéreux. Et ça marche. Donc, de la même façon que j'entends pas la même chose qu'une machine, hein, puisqu'elle entend sans problème. Moi, j'ai une oreille interne qui n'entend pas les basses fréquences, les hautes fréquences, hein, les infrasons et les ultrasons. La machine voit autrement, et dans des images, elle voit autrement. Donc, sur les émotions, si on sait ce que c'est, ou si on laisse la machine jouer tout seul, on arrivera à faire des choses. Mais on est loin de savoir faire cela encore, pour une simple raison, c'est que ce brave ChatGPT, qui est nourri par un modèle de fondation, eh bien, c'est un modèle de fondation sur les données sur ordinateur, sur Internet. C'est pas des données de 3D, là. Ça n'a rien à voir avec le monde 3D. Donc on est devant une intelligence livresque, non située, sans histoire, sans passé. Donc c'est très différent de nous. Et on a tendance à comparer. Donc c'est quelque chose d'absolument terrible. L'enfant, il apprend juste en touchant quelque chose ou en sentant. Et la machine, elle met X milliers d'allers-retours essais-erreurs pour arriver à stabiliser ses paramètres. Donc il faut faire attention. Les modèles d'IA générative, comme ceux utilisés dans le ChatGPT ou autres, ne sont pas du tout les mêmes. Ils n'ont pas du tout de notion de vrai ou faux, ou de notion de morale, ou de possible ou d'impossible. Donc on ne pourra pas vous faire sauter par la fenêtre, il n'y a aucun problème. Donc qu'est-ce que font les gens? Ils mettent des filtres dessus, et là il faut surveiller. Il faut surveiller ce qu'on met dans les filtres, il faut surveiller la façon dont c'est fait. Même si c'est brillant, parce qu'on arrivera à faire des choses incroyables grâce à ça. On aura des meilleurs modèles que les modèles physiques pour la météo, on aura des tas de fulgurances qu'on va pouvoir utiliser grâce à ces IA génératives. Mais franchement, c'est quand même important de savoir comment on va travailler avec ces IA. Donc je trouve qu'on a besoin de travailler sur un sujet de robotique aussi parce que la robotique nous amène dans ce paradigme intéressant qui n'est pas encore résolu, qui est le fait d'apprendre en étant situé, avec une histoire particulière. Alors que cette IA générative, elle n'est pas du tout humaine, une espèce de non-encyclopédie d'ailleurs, parce que c'est ni vrai ni faux, ça amalgame toutes les données que vous mettez, et voilà. Donc il y a des étincelles d'émergence. Alors là, c'est intéressant, c'est vrai que voir une machine capable de généraliser, hein, c'est ce qu'elle fait, quand vous dites résumer, synthétisez-moi, c'est de la généralisation qu'elle fait. C'est-à-dire que quand on connaît les mécanismes de base, hein, c'est fondamental de voir le saut qu'on arrive à faire avec la masse de données qui est utilisée. Mais cette généralisation, on n'en est pas du tout maître. On ne sait pas prévoir quand la machine a des émergences d'intelligence. Ça, c'est un sujet qu'il faut regarder de près pour la recherche. Et je suis ravie de voir qu'en France, on en va avoir donc cette initiative de Xavier Niel et d'autres de monter des LLM ou des grands modèles d'IA génératifs ouverts. Hein. L'open science, c'est le vrai sujet. Si on arrive à regarder ce qui se passe, on n'arrivera pas à tout décrypter, parce que c'est comme les premiers Rosenneuron que j'ai fait, c'est du black box, mais on arrivera à mieux comprendre. D'abord, est-ce qu'on se fait manipuler par 80% d'anglais qui sont à l'intérieur, hein, parce que les opinions qui sont traduites par le langage qui vient de cette machine qui s'appelle ChatGPT, c'est plutôt de l'anglais. On s'en rend compte de temps en temps, hein, parce qu'on voit ça.
Il faut absolument ouvrir le capot de la machine parce que effectivement, il y a des hyperparamètres comme la température, c'est une espèce de truc aléatoire qu'on rajoute qui fait que la machine va vous répondre 2 fois de suite différemment à la même question. Donc on se dit, ah, c'est intelligent. Ben non, c'est pas là l'intelligence vraiment. Ça, c'est une espèce de manipulation de la machine. Donc il faut complètement se doter de façon importante d'ouverture du capot, de compréhension de ces niveaux d'émergence, parce qu'on peut aller très loin avec cela. Maintenant, si on part du postulat que tout est calculable dans nos interactions entre humains et avec la nature, on pourra certainement créer des machines très intelligentes, mais on n'a pas encore la technologie pour faire ça. Et ça, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Ni les théories scientifiques pour atteindre cela. Il y a de la recherche, mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé, monsieur. Les machines seront-elles un jour capables d'émotions comme les animaux? Même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, certains l'imaginent, dont Yann Lequin, qui tient à peu près le même propos que moi sur ces sujets. Si l'être humain développe dans le futur une IA autonome, capable d'apprendre en interaction avec nous, pourra-t-elle ressentir des émotions? Une émergence de ce type de comportement est-elle possible sans corps vivant? Je vous livre à vos réflexions. Les IA auront-elles une acuité plus forte que la nôtre pour détecter les émotions? Certainement, parce qu'elles ont une acuité très forte. Elles sont très fortes en perception et en production. En raisonnement, c'est moins le cas, encore une fois, mais on ne sait pas comment sont généralisées ces émergences et c'est extrêmement intéressant de suivre cela. Donc on est encore au début de cette révolution, mais certains clients vont encore nous surprendre et qu'il faut miser sur ces sujets et qu'en robotique, en tout cas affective et sociale, on a besoin de travailler sur l'apprentissage en ligne, à partir de l'imitation de ce qui est autour de nous, à partir de cette interaction en 3D. La machine, elle n'a pas de connaissance spatiale, elle n'a pas une vision incarnée, et elle n'a pas non plus de vision historique. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui apportent des nuances à ce qu'elle peut produire. Donc il faut être vigilant sur ce que c'est capable de faire. Et je finirai par saluer Blaise Pascal. Blaise Pascal relisait les pensées, quelqu'un qui disait agir avec raison dans l'incertain, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Et là, on a une preuve parfaite de machines qui produisent des choses incertaines, qui vont être très intéressantes pour beaucoup, qui vont amener certainement des gens qui n'étaient pas assez compétents à être plus compétents. Donc on va avoir des nivellements, il y a un papier d'Harvard, je ne dis pas ça comme ça au doigt mouillé, hein, je dis ça parce que j'ai lu un papier d'Harvard récemment qui disait qu'ils avaient fait des tests auprès de 750 collaborateurs en marketing avec la moitié qui utilisait GPT-4, l'autre moitié qui n'utilisait pas, et ils faisaient 3 constats. Premier constat, l'IA est capable de faire mieux de temps en temps, donc il faut l'utiliser. Encore faut-il savoir si l'IA peut faire la chose. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'elle ne peut pas traiter, d'autres qu'elle peut traiter. Donc il faut faire le tri entre ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. La deuxième chose, c'était quand j'utilise l'IA, eh bien, je peux facilement lui faire confiance. C'est-à-dire plus je vais l'utiliser, plus je vais faire confiance. Donc ça, c'est aussi un des traits de paresse ou de confiance, hein, ouais, qui fait qu'il faut lutter contre ce mouvement-là, faire trop confiance. Et puis la troisième chose qui était dite, c'était parmi les personnes qui l'avaient testé, il y avait des personnes qui étaient très compétentes, d'autres moins compétentes, et la différence entre les deux était bien moindre. Ça veut dire qu'on pouvait faire apprendre, agir plus. Alors, c'était pas seulement une productivité en temps, c'était aussi en qualité de ce qui était produit. Et donc, c'était intéressant de voir qu'on pouvait augmenter la capacité de travail de certains, et donc niveler un peu les différences entre des gens très compétents et moins compétents pour les mêmes sujets. Et je pense qu'il y a là une formidable énergie à trouver, et dans les robots, en tout cas affectifs et sociaux, pour l'assistance aux personnes âgées, j'avais un premier talk que je vous ai pas fait, donc qui était sur l'intimité avec un robot, qu'est-ce que c'est, rester autonome, rester avec une... j'ai pas de timer, hein, donc il faudra me prévenir quand c'est fini. C'est fini? On va dire que c'est un petit peu fini, mais... Okay. terminé. Ok, donc je voulais parler donc d'un certain nombre de types de recherches qu'on a menées autour de l'intimité avec les machines, donc comment on fait pour évidemment essayer de contrôler en tout cas ou limiter des mésusages. Le fait de rester donc autonome dans ses décisions le plus possible, hein, comme l'exemple que je donne de Harvard. Le fait que la machine puisse nous mentir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans certains sujets, c'est important. Quel est le rapport à la rationalité de la machine? Moi, je travaille là-dessus à la Sorbonne avec des philosophes et des sociologues et des économistes. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je lui donne comme autorité? Et comme le disait très bien Bourdieu, la parole humaine, c'est important, c'est politique, mais qui porte la parole? C'est aussi très important.